Nous sommes le 6 juin 1944. L'aube pointe doucement son nez en ce mardi matin. La tempête qui dure depuis plusieurs jours semble se calmer enfin, contrairement aux prévisions météo de la Luftwaffe. Cette nuit, une autre tempête s'est déclenchée. Dans le Cotentin et à l'est de Caen, de nombreux parachutages alliés ont été signalés et des combats sporadiques se sont engagés. Tandis que la brume matinale se lève doucement, des milliers de navires de toutes catégories, de toute taille, apparaissent dans les jumelles des gardes-côtiers allemands. La Normandie venait de connaître son dernier jour de calme. Avant de nous plonger dans cette nuit du 6 juin 1944, je vais vous présenter le partenaire de cette vidéo. Les éditions OREP, maison d'édition française, publient depuis 1994 des ouvrages ancrés sur le territoire de la Normandie. Naturellement, les ouvrages sur la Seconde Guerre mondiale et le débarquement occupent une place de choix dans le catalogue. Et c'est l'un de ces ouvrages qui m'a beaucoup aidé pour préparer ma série sur le débarquement. Le livre de Marc Laurenceau, Jour J, heure par heure, est un livre richement illustré, permettant de vivre les événements au plus près des actions, heure par heure. Le site des éditions OREP permet aussi de se faire livrer nos commandes rapidement en France, mais aussi à l'international. Avant de partir en Normandie, pensez à vous abonner pour soutenir cette chaîne et les prochaines vidéos sur le débarquement. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur la vidéo. Lorsque le premier plan d'invasion du Cossack font de la Normandie la base du débarquement, seules les plages entre Coursol-sur-Mer et Vierville-sur-Mer font partie des points d'entrée sur le territoire français. Ce premier plan est rejeté par le général Montgomery. Il insiste donc pour qu'une vague d'assaut soit lancée en direction du Cotentin pour pouvoir prendre Cherbourg et son port en eau profonde rapidement. Dans un premier temps, les Américains s'y opposent car ils ne veulent pas diviser leurs forces. Surtout que la configuration géographique du Cotentin va nécessiter un assaut amphibie et en même temps un assaut par les airs. Et en 1943, les Américains ne sont pas encore prêts pour des assauts aéroportés. Il faudra l'insistance de Winston Churchill et les succès de la 82e Airborne en Sicile et en Italie pour que le plan change en décembre 1943, seulement 6 mois avant son application, et prenne en compte une vague supplémentaire côté américain sur ce qui deviendra Utah Beach. Contrairement aux petites plages de la côte nord de la Normandie, la côte est du Cotentin est une immense plage de sable dominée par des dunes. L'arrière de la plage est un marais noyé par les Allemands, ne laissant que quelques chemins et routes utilisables par l'infanterie et les blindés. Il faut donc, avant tout débarquement, que ces chemins, véritables goulots d'étranglement, soient sous contrôle pour éviter que l'ennemi ne bloque les troupes sur la plage. Cette mission fondamentale est confiée à la 101e Airborne. Vous pouvez découvrir les actions de la 101e Airborne durant la nuit en visionnant la vidéo La 101e saute en Normandie, Opération Albanie. Le débarquement sur Utah Beach est confié à la jeune 4e division d'infanterie américaine. La 4e division d'infanterie a été créée initialement en décembre 1917 lors de l'entrée en guerre des États-Unis. Son symbole est le lierre, en anglais Ivy. Elle est envoyée en France au printemps 1918. Sous les ordres du général Georges Pershing, elle participe à la bataille de Saint-Mihiel et fera office de troupe d'occupation en Allemagne jusqu'en 1919. Après-guerre, elle est mise en réserve. Alors que les États-Unis sont encore en paix, la 4e division d'infanterie est réactivée en juin 1940 au vu de la déroute française. Elle prend ses quartiers à Fort Benning. C'est en août 1940 que la division se transforme en division d'infanterie motorisée, c'est-à-dire un mélange entre infanterie et blindés. Ce nouveau type d'organisation armée est nouveau et la division subira de nombreuses réorganisations durant les 3 ans de son entraînement. Fin 1943, le major général Raymond Barton prend en charge le commandement. Son adjoint, l'expérimenté général Theodore Roosevelt Jr., vient de faire la campagne d'Afrique et est très apprécié de ses hommes. La division rejoint l'Angleterre le 26 janvier 1944 où elle prend ses quartiers en attendant le jour J. Durant la période d'entraînement, peu de temps avant la date du débarquement, Roosevelt, souffrant d'arthrite, se voit refuser par son supérieur d'embarquer avec ses hommes de la première vague d'assaut. Le général Roosevelt va donc écrire une lettre officielle directement au général Barton qui, mis devant le fait accompli, autorisera à contre-cœur son adjoint à être en première ligne.
Dans ses mémoires, il indiquera qu'il pensait ne jamais revoir le général Roosevelt. Les forces et compétences des premiers éléments touchant la plage peuvent être déterminants dans le succès de l'opération. Avec des troupes envoyées au feu pour la première fois, le comportement de la division tout entière sera influencé par l'attitude des premiers engagés. Il est à considérer que des informations précises dans lesquelles vous pourrez avoir pleinement confiance de la situation devront être disponibles tout au long de l'avancée des opérations menées sur la plage. Les hommes qui ont pris l'habitude de me voir à leur côté tout au long de leur entraînement sont en droit d'attendre qu'il soit de même lors de cette opération. Je pense que je peux contribuer à ces objectifs en accompagnant la première vague d'assaut. En outre, je connais personnellement les officiers et les hommes de ces unités et je pense qu'il serait bon qu'ils me sentent avec eux. Général Theodore Roosevelt Jr. Le général Roosevelt sera finalement bien de la première vague d'assaut sur la plage codée Uncle Red. Et, par conséquence, il est le premier officier supérieur à débarquer sur une plage de Normandie. Son apport sur le terrain sera décisif au vu des événements qui vont contrarier le plan d'assaut prévu. Les longues plages de Utah Beach permettent l'emploi favorable de chars de soutien d'infanterie. C'est pour cela que la 4e division est choisie pour cet objectif, car sa chaîne de commandement se suffit à elle-même. En vue de débarquement, la division est pourvue de 32 chars Sherman M4 de type DD pour Duplex Drive. Ce sont des chars amphibies qui peuvent avancer dans l'eau grâce à une hélice additionnelle et qui flottent grâce à une jupe carrée. Justement, le plan d'attaque de Utah Beach est une attaque frontale de la défense allemande entre le WN-07 de la Madeleine sur le front gauche, le WN-08 défendant la route de sortie numéro 3 au centre et le WN-09 sur le front droit et donnant accès à la route numéro 4. Après la réduction des défenses par une attaque combinée de chars et d'infanterie, l'objectif est de rapidement se porter en avant pour faire une jonction avec la 101e qui devrait contrôler la route numéro 3 et la sortie des plages. Pendant que durant la nuit, la 101e saute sur le Cotentin avec pour mission de prendre les points de sortie des plages de Utah, les navires dédiés à la 4e division d'infanterie arrivent au point d'attente à 3 h du matin à 18 km de la plage. En tout, la force U représente plus de 865 navires de convoyage, de protection ou d'appui aux troupes à terre qui seront impliqués dans le débarquement sur Utah Beach. À 4 h du matin, les bombardiers américains prennent en enfilade la plage de Utah Beach, bombardant celle-ci du WN-10 à hauteur de Saint-Martin de Varreville jusqu'au WN-03 près de Beauguyot à côté de la route numéro 1. Le choix de prendre la plage en enfilade donnera d'excellents résultats sur la réduction des défenses allemandes. Un décalage dans le timing du bombardement n'ayant jusqu'un effet que sur le WN suivant. Le lever du soleil s'effectue à 5 h 58. Mais depuis 10 minutes, le bombardement naval qui complète le bombardement aérien en vue de la destruction des WN de la côte a commencé. À 6 h du matin, la première vague, uniquement composée du génie, fonce vers la plage de Utah Beach. La seconde vague d'assaut est déjà dans les péniches. Elle se compose des éléments du 1er et 2e bataillon du 8e régiment et le complément des troupes du génie. À 6 h 20, la marée est au plus bas et c'est près de 500 mètres de plage qu'il va falloir déminer sur les 800 mètres à parcourir. Les premières barges déposent les soldats du génie hors de la zone de défense due à la grande marée, et une partie des défenses ont été hachées par le bombardement de marine. De plus, le fort courant et la marée descendante a rendu une partie des mines visibles, facilitant le travail du génie en attendant la première vague motorisée qui sera composée des blindés DD. Cependant, bien que largués à seulement 3 km de la plage, au lieu des 5 km recommandés, les 32 tanks DD ont du mal à avancer dans l'eau, subissant un fort courant de travers. La côte protégée du vent permettra finalement à 28 d'entre eux d'arriver sur la plage en support en 2 vagues successives. Mais, durant leur approche, ils sont dépassés par la 2e vague d'infanterie et les éléments du 2e bataillon qui vont arriver pour lancer l'assaut sur la plage Uncle Red à 6 h 45. À 7 h, c'est les éléments du 1er bataillon qui arrivent en soutien sur la plage, Dark Green, en partie déminés et aident l'assaut sur le seul WN de la plage. Un seul WN. Le WN-08 doit normalement être encadré des WN-07 et WN-09 respectivement à gauche et à droite. Comme le remarque le général Roosevelt arrivé sur Uncle Red lors de la première vague, la plage n'est pas la bonne.
Il se trouve en réalité à 2 km au sud de l'objectif initial, parfaitement en face du Winterstandsnes 05 du lieutenant Janke. Un fort courant de côté a déporté les barges durant les 30 minutes de navigation. En conservant son calme et en rassurant ses troupes, Roosevelt envoie immédiatement une reconnaissance afin de connaître la situation. Estimant que finalement le terrain est approprié, il déclara « Nous commençons la guerre ici » et lance l'assaut pour prendre la plage, voyant que les chars arrivent derrière eux. Le Winterstandsnes 05 est une petite forteresse côtière qui se trouve exactement à l'entrée de la route numéro 2. Il se compose face à la mer de 2 murs anti-chars encadrant une porte belge donnant accès à l'arrière du pays, d'une longueur totale de 400 mètres et d'un peu plus de 300 mètres de large. Sur la plage, c'est un enchevêtrement de hérissons tchèques, de chevalets à déclic et d'un champ de mines qui est prévu pour bloquer un débarquement à marée haute comme le prévoit Rommel. Derrière le mur anti-char, le point de défense se compose face à la mer de une coupole de R-35 enterrée avec canon de 37 mm et mitrailleuse en plein centre du dispositif. 4 postes lance-flammes automatiques intégrés au mur anti-char. 2 sections de Goliath anti-char filoguidés. Et à chaque extrémité du mur, un bunker comprenant une pièce anti-char de 50 mm et un poste de mitrailleuse. Derrière le mur, un bunker de commandement avec transmission et jumelles de marine. Un ensemble d'artillerie composé de canons de 75 et un canon mixte antiaérien de 88 mm. 2 lance-grenades sous abri bétonné complètent la défense. Face à la terre, un réseau de mines et de barbelés protège le site sur l'arrière et les flancs. Le tout est complété par des abris bétonnés, un logement d'officiers avec poste de transmission, une infirmerie, 2 bunkers antiaériens et une cantine avec cuisine intégrée. Durant la nuit, le WN-05 a eu du succès avec la capture de 22 Américains de la 101e qui sont tombés directement dans le marais à l'arrière et qui sont bien à l'abri dans l'un des 2 bunkers antiaériens. Vous trouverez le détail dans le premier épisode de la série sur le débarquement. Dès 4 heures du matin, c'est l'enfer qui va s'abattre sur les points de défense de la côte et le WN-05 va subir d'énormes dégâts qui le rendra incapable d'assurer une défense correcte. Selon le témoignage après sa capture du lieutenant Janke, un premier bombardier touchera les défenses extérieures, détruisant le champ de mines de barbelés et de mines, puis un second touchera uniquement la plage, ouvrant malgré lui un passage vers le WN. C'est le 3e bombardier qui touchera le WN de plein fouet, faisant de nombreux dégâts au canon d'artillerie. Et un dernier complète le passage en touchant les réserves de munitions. Le lieutenant Janke est légèrement blessé au bras. Il contacte le lieutenant Ritter du WN-02 qui confirme qu'ils n'ont subi qu'une attaque légère, mais une nouvelle attaque aérienne arrive. Cette fois, ce sont les avions roquettes qui, face à la plage, lâchent leurs flèches de feu. Rasant les raseaux, ils donnent à Janke l'impression qu'ils sont à 2 mètres des flots. Au dernier moment, les avions virent et visent les 2 tourelles de 50 mm et de mitrailleuses aux extrémités du mur anti-char. Les 2 tourelles explosent l'une après l'autre, ne laissant aucune chance aux servants. Cela se passait à 4 heures du matin. Tandis que l'on relève les blessés et que l'on déblaye les dégâts vers 5h30, un destroyer rapide arrive en vue du WN. Le servant du dernier canon d'artillerie fonctionnel demande s'il peut tirer. Janke autorise le tir, mais il est trop court. Par contre, le destroyer ajuste son tir et sa seconde salve touche le site. Tout cela sous les yeux d'un avion de reconnaissance qui va transmettre les paramètres des tirs au plus gros navire pour le bombardement de 5h45. Et cela va faire mouche. Un nouveau déluge de feu s'abat sur les Allemands. Quand le calme arrive de nouveau, c'est la stupéfaction car la mer se couvre de petites embarcations qui se dirigent droit sur lui. À 6h20, le génie arrive à 500 mètres du point de défense et commence son travail pour l'arrivée de la première vague de chars d'aider. Or, toutes les défenses de plage sont à sec, vu que Rommel pensait que l'assaut se ferait à marée haute. La seconde vague arrive à 6h45. Ce ne sont pas les tanks, mais la 4e division qui se présente pour l'assaut sans le soutien des blindés. Malgré la distance, Janke fait tirer les lance-grenades et les mitrailleuses sur la troupe qui débarque. La tourelle R-35, dirigée par le caporal Friedrich, fait des dégâts dans la troupe et la coupole résiste très bien aux armes légères. Vous voyez derrière là, pas mal, non? C'est français.
Le lieutenant Yankee envoie alors 2 fusées vertes pour indiquer à la batterie d'artillerie de Saint-Martin de Varreville de faire feu de toutes ses pièces sur la plage. Il ne sait pas que la batterie a été détruite et prise par les Américains de la 101e. Pendant que les troupes débarquées essayent de repérer leur objectif, les premiers tanks DD arrivent sur la plage. Pourtant, il reste un dernier atout à Yankee. Le canon de 88 mm a été rapidement réparé après avoir été endommagé durant les bombardements. Un premier tir direct et un premier Sherman hors de combat. Vu la vitesse du canon, cela risque d'être un carnage pendant les 500 derniers mètres sur le sable. Un second obus est mis en place et aucun coup ne part. Le canon a finalement rendu l'âme. Il ne reste contre les chars que les Goliath, petite autochenille philo-guidée portant environ 24 kg d'explosifs. Mais ces jouets ne sont pas fiables et n'arrivent pas à sortir du WN-05. Il ne reste plus de défense au WN-05 après que la tourelle du R-35 enterrée ait été pris pour cible et touchée par les tirs de Sherman. Le caporal Friedrich fera partie des capturés avec son lieutenant. Il ne reste quasiment plus d'hommes valides au lieutenant Yankee. Le WN-05 tombe à 7h15 après moins d'une heure de combat par un assaut du bataillon du général Roosevelt Jr. Il faudra environ 3 quarts d'heure pour sécuriser le WN-05 et ouvrir le chemin numéro 2 vers l'arrière. Dès 8 heures, les premières colonnes d'infanterie, appuyées par des chars, s'avancent en direction des terres à travers le marais. Mais, avec le gros de la troupe qui arrive, le chemin numéro 2 ne sera pas suffisant pour faire sortir tout le monde de la plage. À la base, c'est le chemin numéro 3 et numéro 4, aboutissant à Saint-Martin de Varreville, qui devait permettre de faire sortir le maximum de troupes de la plage. La priorité est alors d'ouvrir une nouvelle voie de sortie. La plus proche est le chemin numéro 1 qui arrive à Poupeville. Les premières troupes envoyées dans cette direction vont trouver la 101e en plein combat contre un détachement allemand du 91e qui résiste depuis 6 h du matin à partir du WN-06. Le combat se fait maison par maison. Les renforts de la 4e permettent finalement d'annihiler la résistance allemande aux alentours de midi. 25 Allemands sont mis hors de combat et 38 sont capturés. Le chemin numéro 1 est maintenant ouvert le long du canal de 40 ans. L'autre gros de la troupe est envoyé vers le nord en remontant le long de la plage pour prendre en enfilade le WN-07, puis le WN-08 et le WN-09. L'objectif est de pouvoir ouvrir dès que possible la route numéro 3 vers Audouville-la-Hubert. Ces défenses ont été aussi malmenées par les bombardements de la nuit. Les troupes de la 4e, appuyées par les chars, remontant de flanc la plage, entraînent dès 9h30 l'abandon des WN-07 et WN-08 par les Allemands. Ceux-ci sont pris en embuscade par le 3e bataillon du 502e Pire qui a sécurisé la sortie de Audouville-la-Hubert dès 7h30. À 11h et malgré quelques enlisements, le 8e régiment de la 4e division sous les ordres du lieutenant-colonel Konrad Simon fait la jonction avec la 101e. La progression le long de la plage continue, mais les troupes se retrouvent bloquées au niveau de la route numéro 4 où le WN-10 offre une défense farouche aux troupes américaines. Le WN résistera durant toute la journée du débarquement. Dès le milieu de l'après-midi, la 4e division se déploie dans le Cotentin et cherche à élargir au maximum la tête de pont. Le village des Forges est atteint par les troupes du colonel James Van Fleet. C'était un des objectifs de la division pour mettre en place le QG du 1er bataillon de la 4e division. Cependant, la route entre Les Forges et Sainte-Mère-Église reste sous contrôle de la 91e et de la 709e division allemande. Les renforts seront envoyés vers Chef-du-Pont pour aider la 82e. Ceux-ci feront la jonction vers minuit. Durant la matinée, alors que les troupes de la 4e division continuent leur débarquement, un groupe de soldats américains trouve rigolo de jouer avec les Goliaths. Un des soldats américains trouve rien de mieux que de tenter de détruire l'un des Goliaths avec sa grenade. Au lieu de n'avoir qu'une explosion de grenade, celle-ci fait exploser les 24 kg de TNT, tuant sur le coup 24 soldats américains et en blessant autant, soit 12,5% des tués de la 4e division en ce jour. La bêtise humaine est meurtrière en temps de guerre. Le 12 juillet, alors que le front se stabilise à la sortie du Cotentin, une violente contre-attaque allemande ébranle les troupes dans la région de Méotis au sud-ouest de 40 ans. Au soir, après des heures de combat intenses, le général Theodore Roosevelt Jr. s'écroule foudroyé par une crise cardiaque. Initialement recommandé par le général Barton à la Distinguished Service Cross,
La décoration fut transformée à titre posthume le 28 septembre 1944 en la plus haute distinction militaire américaine, la Medal of Honor. Il est inhumé au cimetière américain de Colville-sur-Mer. À la fin de la journée du 6 juin, 23 250 hommes et 1700 véhicules ont débarqué sur Utah Beach. Les pertes parmi les troupes débarquées furent faibles, environ 300 hommes dont 197 tués et disparus. À cela, il faut ajouter les pertes de la 101e qui s'élèvent à 40% des hommes hors de combat durant la nuit. Et n'oublions pas en particulier les pertes de la Navy et de l'US Air Force. 2 des objectifs du jour sont remplis sur les 3 prévus. La tête de pont est solide, la jonction avec la 101e est bien en place, mais il faudra encore plus de 24 heures pour garantir un flot continu grâce à la jonction finale avec la 82e. Côté allemand, les routes de sortie numéro 1, 2 et 3 sont tombées aux mains des Américains. Le WN-10 de la route numéro 4 tiendra encore 24 heures grâce à la pugnacité des troupes de la 709e sur place. Le lieutenant Janke et les survivants du WN-05 seront évacués sur un destroyer. Ils sont les premiers Allemands prisonniers du jour le plus long, envoyés en Angleterre dans des camps de prisonniers. Nous verrons dans le prochain épisode comment le débarquement va se dérouler sur la plage de Sword Beach, du côté de Ouistreham et l'action des commandos français. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Laissez un commentaire et pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes de Temps de bataille sur le jour le plus long. À bientôt.